Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler du 118e congrès des notaires avec Olivier Valard, notaire et président de la première commission du 118e congrès. On parlera également sobriété énergétique. Quelles sont les obligations pour les entreprises avec Louis Narito Arada, associé de HK Légal. Et enfin, quelles sont les poursuites contre les journalistes avec Basile Adder, avocat de chez Auguste de Bouzy. On commence tout de suite cette émission avec Olivier Valard pour parler du 118e congrès des notaires. Olivier Valard, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter cette 118e édition du Congrès des notaires? Alors, le Congrès des notaires, tout d'abord de France. Le Congrès des notaires de France est une institution ancienne. Nous en sommes au 118e congrès. Donc, c'est une institution qui a une place importante dans l'univers juridique, pas seulement notarial. Et donc, ce congrès aura lieu du 12 au 14 octobre prochain à Marseille sur le thème de l'ingénierie notariale. Pourquoi avoir choisi ce thème? Principalement pour deux raisons. La première raison est que nous sommes entrés dans une société de défiance. La confiance est quand même en perte importante et nous constatons que des études et des sondages montrent ce manque de confiance chez nos concitoyens et cela se retrouve dans les opérations que les notaires constatent au quotidien. Les opérations immobilières, nous constatons la défiance de plus en plus importante entre un vendeur qui a peur tout simplement de ne pas vendre au bon prix, un acquéreur qui craint que son vendeur ne lui dise pas tout. On le retrouve aussi dans le secteur entrepreneurial et également dans les familles où les tensions sont de plus en plus importantes. Et bien, au milieu de tout ça, le notaire intervient puisque la nécessité de contractualiser et d'apaiser la société est de plus en plus forte. C'est presque la vocation première du notaire, le magistrat de l'amiable tel qu'il est qualifié depuis longtemps. Et même les Français l'identifient comme tel, puisque dans des sondages encore récents, le notaire est identifié comme le juriste de l'apaisement et de l'amiable, du compromis. Donc, c'est pour cela que Thierry Delossal, le président du 118e congrès, a mis en avant cette nécessité de pacifier la société, rechercher une société harmonieuse, c'est l'un des sous-titres de notre congrès, et pour cela, développer des outils d'ingénierie juridique, d'ingénierie notariale qui se rapportent à la fois à l'ingénierie patrimoniale, à l'ingénierie fiscale, l'ingénierie juridique évidemment, tout ceci englobé dans une nouvelle sémantique qui commence à faire parler d'elle, l'ingénierie notariale. Alors, quels seront les temps forts de ce congrès? Les temps seront tout d'abord un premier temps qui est très important pour nous, qui est un temps de formation. C'est un moment de rassemblement de la profession au cours duquel les confrères sont formés, pas seulement d'ailleurs les confrères, parce que ce congrès sera ouvert à d'autres professionnels. L'ingénierie notariale est un sujet qui est quand même assez universel pour les juristes, mais qui touche donc également les experts comptables, les avocats, certains banquiers et juristes en banque. Donc il y aura en premier temps, le mercredi principalement, une journée complète de formation avec des cours qui seront dispensés par les plus grands spécialistes des matières concernées. Nous retrouverons les trois thèmes de chaque commission, immobilier, entreprise et famille. Il y aura également un parcours famille-office qui englobe finalement le tout avec la mise en avant de méthodologies à retenir pour aboutir à des conseils adaptés pour chaque opération. Donc ça, ce sera la journée du mercredi principalement et les déjeuners des jeudis et vendredis. Donc formation. Ensuite, il y aura tout de même une trentaine d'heures de dispensées. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Ensuite, le deuxième temps est un instant politique. Le Congrès des notaires est un événement annuel qui est ancien, qui est regardé, et c'est donc le moment aussi pour le notariat de se rassembler et d'écouter à la fois sa représentation nationale. Donc le président du Conseil supérieur du notariat y tient traditionnellement un discours qui est toujours très écouté, mais c'est également un instant de rencontre avec les autorités de tutelle, en l'occurrence le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui vient systématiquement ouvrir nos travaux le jeudi matin, ici en l'occurrence. C'est l'occasion de passer des messages? C'est l'occasion de passer des messages, voire même d'avoir un échange, c'était le cas l'année dernière, un échange véritablement entre le président du Conseil supérieur du notariat et le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti. Ensuite, nous aurons un temps, bien sûr, de présentation des propositions en séance plénière. Ce sera le jeudi après-midi pour l'immobilier et le vendredi pour l'entreprise et la famille. Et donc là, c'est le moment véritablement où l'équipe entre en scène, si je puis dire, puisque nous allons présenter nos 13 propositions, expliquer celles-ci, expliquer leur sens, débattre avec nos confrères et mettre au vote ces propositions pour, le cas échéant, les faire adopter et essayer de les faire prospérer dans le temps. Bon, on voit un programme riche, varié. Qu'attendez-vous de ce congrès ?
J'attends bien entendu tout d'abord que les notaires adhèrent, nos confrères adhèrent aux propositions. C'est l'objectif principal, ou un des objectifs principaux en tout cas, d'une équipe de congrès. Nous avons travaillé pendant 2 années sur ce thème, et donc nous espérons bien évidemment que celui-ci obtienne un accueil favorable. Nous savons que sur le thème de l'ingénierie notariale, qui a questionné au début, puisqu'il fallait savoir ce que celui-ci recouvrait, nous savons que l'accueil est excellent. Ensuite, il faut que les propositions, là aussi, parlent à nos confrères et obtiennent leur adhésion. C'est l'objectif, on va dire, principal de l'équipe. Au-delà, il y a un objectif qui va un peu plus loin, puisque c'est aussi pour nous le moment, et c'était une volonté forte de notre président, de faire prendre conscience à nos confrères que, au quotidien, ils font de l'ingénierie notariale. Au quotidien, ils développent cette ingénierie particulière, faisant que, contrairement à ce que nous pouvons imaginer, les contrats sont souvent établis sur mesure, à l'image du styliste qui conçoit un vêtement et qui épouse la forme parfaite des corps devant les porter. C'est le cas du contrat qui doit épouser la forme parfaite des consentements et des conventions des parties. C'est le rôle du notaire au quotidien. Les notaires le font déjà. L'objectif du congrès est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils font pour encore le développer. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté ce 118e congrès. Merci à vous. Bonjour, vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler sobriété énergétique. Quelles sont les obligations pour les entreprises avec mon invité Louis Narito Arada, associé de HK Légal. Louis Narito, bonjour. Bonjour. Que prévoit le plan du gouvernement en matière de sobriété énergétique ? Alors, je voudrais peut-être commencer par dire que aujourd'hui, le sujet urgence climatique est une question qui est reconnue par tous et que le temps aujourd'hui est à l'action, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des citoyens. Ce qui explique que, effectivement, le gouvernement, dans le contexte géopolitique qu'on connaît avec la guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement en gaz naturel, les risques de délestage cet hiver, lance un plan de sobriété qui va donc concerner toutes les entreprises. L'objectif, c'est d'ici 2 ans de réduire les consommations énergétiques de 10%. C'est pas très ambitieux, mais l'idée, c'est juste de passer l'hiver, donc c'est 2 ans, mais en même temps, il faut que ce soit très rapide, de passer l'hiver sans être obligé de couper l'électricité pour les entreprises. C'est aussi amorcer une dynamique. La dynamique, elle est un petit peu amorcée. Là, la différence, c'est que ça va concerner toutes les entreprises, encore que c'est non obligatoire. Alors, est-ce qu'il existe des mesures concernant les bâtiments tertiaires ? Oui, alors, il y a plusieurs mesures. Il y a, pour commencer rapidement, des plus anciennes aux plus nouvelles. Depuis 2005, il y a ce qu'on appelle le mécanisme des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça concerne toutes les industries lourdes et le secteur de la production d'énergie. Ça couvre à peu près 45% des émissions de CO2 dans l'Union européenne, donc une partie, même pas la moitié. À côté de ça, aujourd'hui, il y a le décret tertiaire, justement, le décret de 2019. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit des trajectoires de réduction des consommations d'énergie pour toutes les entreprises dans le secteur tertiaire. Tous les bâtiments de plus de 1000 m² exploités par une personne publique ou privée est soumise à des obligations de réduction. En ce moment, on est sur la phase où il faut déclarer les émissions 2020-2021. Il y a eu un petit report, c'était prévu pour septembre, c'est repoussé à décembre, qui vont constituer des années de référence. Et donc, l'objectif, c'est d'ici 2030, réduire de moins 40%, 2040, moins 50%, 2050, moins 60%. Donc, c'est des objectifs qui sont très ambitieux, voilà, et qui, contrairement au plan de sobriété énergétique, qui induit essentiellement des changements comportementaux, de baisser le chauffage, de faire attention aux lumières, là, pour atteindre ces objectifs du décret tertiaire, il va falloir faire des changements structurels dans les entreprises. Alors, est-ce que le DPEF peut participer à ces mesures de sobriété énergétique ? Alors, le DPEF, c'est la déclaration de performance extra-financière qui est inclus dans le rapport de gestion des entreprises tous les ans. Déjà, c'est une déclaration qui concerne les entreprises de plus de 500 personnes et qui font un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. Donc, c'est quand même déjà des groupes qui sont assez importants.
Et en gros, l'idée, c'est d'expliquer la façon dont ils appréhendent leur impact sur l'environnement. Et à travers ce prisme-là, il peut y avoir une prise en compte de la sobriété énergétique. Mais ce n'est pas directement le sujet. Pour Et terminer... la même chose, pardon, le plan de vigilance, vous avez certainement entendu parler du devoir de vigilance dans les entreprises, qui concerne les groupes encore plus importants, qui, lui, a un peu le même objet, qui vise à obliger les grands groupes à appréhender les impacts sociaux et environnementaux qu'ils peuvent avoir, et qui, de plus en plus, lui, est un outil qui est mobilisé par la société civile pour pousser les grands groupes à changer les choses. Par exemple, il y a le groupe Total Energy qui s'est fait assigner par des ONG parce que la première année de son rapport de vigilance, il a oublié de parler du risque du changement climatique. Et puis là, la semaine dernière, il y a d'autres ONG qui ont attaqué 9 groupes dans le secteur agroalimentaire parce que leur trajectoire de déchets plastiques était pas la bonne. Donc on voit que les entreprises doivent se préoccuper de ces questions aujourd'hui. Absolument. Et c'est vrai que dans le texte du Code de commerce qui prévoit le plan de vigilance, c'est très général. C'est appréhender les impacts environnementaux. Mais finalement, c'est mobilisé de façon un peu créative par les acteurs de la société civile pour obliger à prendre en compte certains aspects particuliers de la pollution plastique, des émissions de CO2 et potentiellement aussi les entreprises qui gaspillent trop d'énergie. Pour conclure, quel pourrait être l'impact de ces mesures de sobriété énergétique pour les entreprises ? L'impact, il est favorable dans le sens où dépenser moins d'énergie, c'est réduire ses charges. Alors, c'est vrai que ça demande de modifier. Il y a des choses qui ne sont pas chères à faire, simplement des changements comportementaux, baisser un peu les radiateurs, c'est très simple. Éteindre les lumières la nuit, c'est pas compliqué. Quand on a des objectifs plus importants, s'il faut faire de la rénovation thermique, s'il faut mettre en place des aménagements, revoir le fonctionnement des équipements industriels, là c'est un peu plus lourd. Mais à moyen et long terme, de toute façon, les entreprises sont gagnantes et la planète aussi. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Quelle protection des journalistes contre les poursuites bâillons, les poursuites abusives? On en parle tout de suite avec mon invité, Basile Ader, associé d'Auguste Debouzy. Basile, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une poursuite bâillon? Les procédures bâillons, c'est celles qui sont engagées contre des personnes qui informent. Alors, c'est principalement des journalistes, mais ça peut être des lanceurs d'alerte, ça peut être des personnes qui tentent de faire valoir un droit. Misant sur le fait que se défendre en justice, ça demande souvent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et donc, c'est une manière de museler lorsqu'on a les moyens d'engager autant de poursuites qu'on veut, que ce soit des poursuites civiles ou des poursuites pénales, de museler quelqu'un qui a quelque chose pourtant d'utile à dire, qui procède d'un débat d'intérêt général, qui est une protestation légitime, qui est quelquefois une alerte, une vraie alerte sur quelque chose qui mérite d'être connu. Et donc, c'est une forme d'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, quel est le cadre légal de ces procédures bâillons ? Il n'existe pas. Pourquoi ? Il n'y a pas de procédure ad hoc pour ce qu'on n'a pas. D'abord, il faut les identifier. Ester en justice, c'est un droit inhérent à tout citoyen, donc il n'est pas facile de tout de suite savoir s'il s'agit d'une procédure bâillon ou s'il s'agit d'une procédure de quelqu'un qui veut faire valoir un droit. Et donc, l'unique moyen d'y mettre fin aujourd'hui, c'est de demander des dommages et intérêts reconventionnellement pour procédure abusive et faire juger par le tribunal saisi que non seulement la demande est infondée, mais qu'elle est faite de manière abusive, c'est-à-dire de mauvaise foi, précisément pour museler une information légitime. Alors, il y a un projet de directive qui est porté par la Commission. Que prévoit ce texte ? Alors, la Commission européenne s'est saisie de la difficulté. Elle a conscience que c'est une façon de museler l'information et c'est une forme d'intimidation qui n'est pas acceptable. Et donc, elle préconise, pour résumer, 4 choses. D'abord, c'est une identification assez rapide
de ces procédures bâillons. Et donc, s'il y avait, c'est souvent, ça se manifeste par l'accumulation de procédures. On se saisit d'un fait et on l'envisage par différentes voies de droit et on fait autant de procédures qu'il y a de voies de droit éventuellement ouvertes. Et donc, ça oblige la personne à se défendre sur toutes ces procédures. Et donc là, il préconise un rejet rapide dès lors qu'elle est identifiée par un juge qui tout de suite se saisit, considère qu'il y a une forme d'irrecevabilité et il met fin tout de suite sans qu'on ait besoin de se défendre sur un grand temps. La deuxième, ce serait d'imposer une garantie financière du demandeur. Comment ? Eh bien, vous engagez une procédure qui pourrait être éventuellement considérée comme une procédure bâillon. Pour que celle-ci soit examinée par un tribunal, on va vous demander de verser une forme de caution qui éventuellement permettra d'indemniser celui qui a été poursuivi, c'est-à-dire qu'on lui rembourse tous ses frais de justice et éventuellement qu'on lui donne des dommages et intérêts. La troisième, elle est un peu déjà existante, c'est-à-dire l'existence de vraies sanctions financières, soit l'amende civile, soit des dommages et intérêts, mais qui soient à hauteur du préjudice, et surtout, ce qui n'existe pas en droit français, un remboursement des frais de justice plein et entier, pas simplement arbitré par les magistrats comme ils le sont, souvent à la baisse, ceux-ci considérant que des frais d'avocat et d'huissier, etc., ça ne doit pas représenter beaucoup d'argent, et donc donnent des indemnités qui ne sont sans commune mesure avec les frais effectivement dépensés par la personne pour se défendre. Et la quatrième mesure, ce serait une coopération entre les États de l'Europe pour les identifier, et éventuellement aider dans certains pays où il n'y aurait pas toutes les mesures adéquates pour se protéger contre des procédures bâillons. Parce que c'est non seulement des acteurs privés qui peuvent les engager ou des personnalités publiques qui ont les moyens d'engager des poursuites, mais c'est quelquefois aussi les États eux-mêmes qui pourraient engager des procédures bâillons visant à dissuader une voie discordante. Et donc là, ça supposerait une coopération judiciaire. C'est donc les 4 points qui sont préconisés par le texte européen. Pour terminer brièvement, c'est un bon texte ? Oui, c'est un bon texte. C'est un bon texte. Là où je les suis moins, c'est l'autonomie qu'il faudrait voir donnée aux rédactions au sein des journaux. Les journaux sont d'abord la propriété de certains groupes. La responsabilité éditoriale appartient à ce propriétaire. C'est le vieux système français du directeur de publication. Je pense que porter atteinte à ça, finalement, aurait des effets contraires à ceux qui sont souhaités. Et donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait favorable à ce qui est préconisé. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.